Je m'appelle Marine et chaque semaine, je vous partage des récits intimes, d'espoir, de résilience et de confidence sur la maternité et la parentalité moderne. Je vous promets des histoires vraies, racontées comme elles ont été vécues, sans filtre, sans coupure et sans montage. Pour faire grandir le podcast, il faut s'abonner et nous évaluer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre soutien et bienvenue sur Eden Stories. Bonjour Caroline. Bonjour Marine. Merci beaucoup déjà d'être là aujourd'hui. Merci à toi. T'es la première personne qui vient en avion. Ouais. Donc vraiment, merci pour ça. Merci d'être là aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation. Ça me tenait vraiment à cœur de te rencontrer C'est gentil. et que tu puisses diffuser ton histoire ici. Merci. On va commencer par ta présentation, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux me dire sur toi ? Alors moi, je m'appelle Caroline, comme tu viens de le dire. J'ai 32 ans. Je vis sur Aix-en-Provence avec mon futur mari. Et nous avons eu un petit garçon qui s'appelle Aaron et qui a aujourd'hui 2 ans et demi. Et qui est un petit garçon très singulier depuis quasiment le jour de sa venue au monde. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, pour nous Oui. parler de Oui. ce petit cœur, Aaron. Mais avant tout, déjà, t'es née sur Aix. T'es née de ce côté-là ou Je suis née t'as à un peu bougé ? Marseille. T'es née à Marseille. C'est vrai, l'accent, il commence à ressortir là, T'as du vu? coup. Je te l'avais dit. Ouais. T'es née à Marseille, donc Oui. t'es toujours restée là-bas, t'as fait tes études là-bas. Non, j'ai quitté Marseille, il me semble que j'étais toute petite, j'avais 2 ou 3 ans, pour Aix avec mes parents. J'ai grandi avec mon frère, ma sœur, jusqu'à la séparation de mes parents, j'avais 11 ans. Voilà, ils se sont séparés. J'ai eu 2 autres petits frères du côté de mon père. Voilà. Donc grande fratrie, toute recomposée. Mais voilà. OK. Donc un contexte familial, quand même joyeux puisque, Mmh. ils ont refait leur vie chacun de leur côté, Mmh. mais voilà, ça a donné, naissance à d'autres enfants, donc Oui. une belle fratrie. Ouais. Est-ce que justement, donc tu t'entends bien avec tes frères et sœurs, Oui. est-ce que ça t'a donné envie de toi, plus tard, fonder une famille, soudée, d'avoir des enfants? Est-ce que tu rêvais d'amour? Tu étais quel genre d'enfant à ce Alors niveau-là? je rêvais beaucoup d'amour, mais je rêvais pas d'enfant, très jeune. Après une séparation, voilà, de ses parents quand on a 11 ans, Mmh. ça laisse quand même des traces. Puis, il y a toujours, des choses qui se passent mal, hein, donc ça nous marque quand même. C'est vraiment, plus en grandissant, aux alentours de 25-26 ans où j'ai commencé à avoir envie d'enfant. Et pour être tout à fait honnête, j'aimais pas trop les enfants à la base. Tu sais, Non, quand mais tu c'est vas bien chez de tes dire amis qui a les enfants, ouais. en bas âge et qui font du bruit et que toi, tu es encore dans ta vingtaine où, tu penses qu'à un truc, c'est faire tes études, sortir un peu, voir tes copines, voilà, tu pas trop envie de ça sur le moment Mmh. et puis quand tu en as un, bizarrement tous les autres enfants, tu les acceptes hyper naturellement, quoi. Ouais, c'est bizarre, hein? Ouais, c'est vraiment cette transition, je trouve qu'elle est Mmh. énorme. C'est vrai. Mais justement, quand tu as 25 ans et là que tu te dis: «Ah, je commence à y penser» et tout Mmh. ça, est-ce que tu as déjà rencontré, Fred? Oui et non. Ah! Fred, je l'ai rencontré quand j'avais 15 ans. Ouais, OK. j'étais encore lycéenne et lui est coiffeur depuis, toujours. On a une petite différence d'âge, il a 6 ans de plus que moi et en fait, je vais, dans son salon de coiffure, enfin le salon où il travaille, pour faire mes premières mèches à 15 ans avec ma maman qui m'accompagne Incroyable. et je rentre dans ce salon et je vois ce bel homme, blond qui pour moi est un homme puisque moi à l'époque j'ai 16 ans, il en a 21. Mais moi j'étais pas du tout alors j'ai eu des petits copains au lycée, mais j'étais pas du tout portée sur, les relations de couple, l'amour. Moi, c'était vraiment un truc qui est venu, naturellement et plutôt sur le tard. Moi, je me souviens de mes copines au collège qui avaient déjà des copains. Pour moi, ça me paraissait lunaire d'avoir un copain au collège et donc voilà, ça c'est à cette époque-là, j'étais, en couple avec, quelqu'un, quand j'étais au lycée, donc à mes 16 ans. Mais voilà, je vois ce bel homme, je me dis: «Bon, il est très beau», mais il y avait pas d'arrière-pensée, quoi
Et ce que je ne savais pas à cette époque, c'est que lui m'avait vue aussi. Et en fait, c'était rigolo parce qu'après, quand je retournais me faire coiffer là-bas, on se regardait tout le temps sans jamais se parler. Dans le miroir là, comme Voilà. ça. Ou alors il venait me parler un peu, de mes cheveux, alors que lui coiffe les hommes, donc les mèches, il connaît rien du tout. Il venait me parler un petit peu histoire de combler, et pouvoir me dire bonjour. Mais il y avait jamais rien de je me souviens d'un jour, il est venu me parler et en fait, moi, je fais du psoriasis Ouais. depuis très longtemps et j'en avais énormément sur les mains et il vient me voir et il me dit: «Oh mais qu'est-ce que tu as sur les mains? Il faut que tu te mettes de la crème hydratante». Mais c'était hyper mignon. Ah oui. Sauf qu'à cette époque-là, je supportais pas parler de mon psoriasis. J'en avais hyper honte puisque, bah, sur les mains, c'est visible et bon, on parle pas de ça aujourd'hui, mais Mmh. voilà, ça y est, les gens ont un peu, l'image que c'est quand tu es sale que tu as du psoriasis, malheureusement. Et en fait, je l'avais hyper mal pris quand tu m'avais dit ça. Tu t'étais Donc je débraquée? me suis fermée. Je lui ai dit: «Bah non, j'ai du psoriasis. Tu regarderas sur internet ce que c'est». Non! Tu lui as répondu ça? Ouais, un truc dans le genre. Mais je me suis hyper, Agréable la meuf. ouais, 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 vraiment un plaisir de m'avoir en cliente. Et donc je m'étais hyper fermée. J'ai vite oublié, hein, puisque bon après j'ai grandi et on fréquentait les mêmes endroits et les mêmes gens. Sauf qu'on vivait toujours nos histoires, on était, bah, moi je m'étais séparée, mais j'avais trouvé quelqu'un d'autre. Lui était avec quelqu'un aussi. Donc mais il y avait pas de, il y avait pas d'ambiguïté. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'on se croisait en soirée, on aimait se croiser parce que, ben, on se trouvait attirants l'un l'autre, Mmh. mais il y avait pas cette ambiguïté où on se dit: «Ben, on va se voir, on va boire Ouais, un vous verre» cherchiez ou pas à vous voir et non, il y avait pas trop de non, drague, quoi? non, pas du tout. Non, non, puisqu'en fait, on n'arrivait pas du tout à se parler, donc En plus. il y avait pas du tout de drague. Non, mais attends, à quel moment, qui a fait le premier pas alors? Qui a fait le premier pas? Alors, bah, je dirais que c'est plus lui. Mais un peu des 2 à la fois. En fait, on se suivait sur, Insta et du coup, les seules, dragouilles qu'on se faisait, c'est liker nos photos, et en fait, on s'est séparés, lui et moi, de nos compagnons et compagnes respectives, quasiment en même temps et moi, je suis retournée vivre chez ma mère et lui est retourné vivre chez la sienne et en fait, sa mère vit à 5 minutes à pied de chez la mienne. Bon, C'était beh, vraiment parfait. improbable. Et je sais pas, on a recommencé à se parler un petit peu sur Insta et on s'est rendu compte que nos mères vivaient à côté. Et donc il me dit: «Bah, est-ce que je peux passer te voir?» Voilà, donc il est passé me voir, après on a été manger au resto et l'histoire a commencé, quoi. Ça a été long au démarrage, ça a pris 10 ans pour Ah donc démarrer puisque j'avais tu avais 25 ans 25 quand on ans. s'est mis ensemble. Mais ma foi, depuis ça fait 7 ans Waouh, et vous préparez un et mariage? on prépare un mariage. C'est Oui. ça, il faut le dire Oui, aussi, mais oui, oui. 15 ans, c'est incroyable. Ouais. Quelle patience, Oui, ouais, quand même. ouais. Mais c'est rigolo parce que et on n'a pas eu la notion d'attendre et puis finalement, la vie nous remettait sans C'est cesse ça. en face de l'autre, l'un en face de l'autre. Vous étiez quand C'est même faits pour être ensemble, je pense. ouais, peut-être, On peut le dire, peut-être. En tout cas, la vie nous envoyait des signaux, pour nous complètement. dire qu'on l'était, ouais. Et Mmh. donc à 25 ans, vous finissez enfin par vous mettre ensemble. Donc Voilà. lui, il en a, 28 à peu près. Il a attends 25. 30, Ah oui, non, 30, 30, ouais. 31, 31. Donc déjà, lui, il continue de travailler. Toi, tu Oui. avais un job à ce moment-là? Moi, j'étais toujours en études quand on s'est D'accord. rencontrés. J'étais en alternance. J'ai passé je crois que j'étais en master. OK. Ouais, c'est ça, j'étais en master quand on s'est rencontrés. Mais l'âge déjà de se dire, du coup, tu disais qu'à cet âge-là, tu avais, potentiellement l'idée de fonder une famille, Oui, lui, il avait plus que moi, ouais. puisque, ben, plus âgé et lui, il a toujours eu une fibre avec les enfants. Ah C'est ouais. des choses que moi, j'avais pas forcément, mais lui, il a toujours eu une fibre avec les enfants, il a toujours, voulu être père, donc il a eu envie, vraiment avant moi. Donc assez vite, Mmh. c'est venu sur la table ou vous avez, Ouais, oui, ouais. oui. Oui, oui, assez vite. On en a parlé, très vite et moi, au début, je me disais: «Bon, OK, à mes maximum 27 ans, j'aurais fait un enfant». Je sais pas pourquoi quand on est jeune, On on a se met tout un toujours des truc comme ça. deadlines, Ouais. c'est pas du tout ce qui s'est passé du coup, Ah oui. parce que j'ai décidé de fonder une boutique, quasiment au même moment donc bah, c'était Mmh. pas hyper compatible. Ouais. Voilà. Vous avez attendu un petit peu, Oui, vous avez fait vos petits projets oui, et le jour est arrivé où vous avez décidé d'essayer? oui, en fait, on s'est séparés.
pendant presque 1 an, Ah! ouais, et on se séparait, on se remettait ensemble, on se reséparait, on se remettait ensemble. Ça a été très, très tumultueux. Pourquoi vous arriviez plus à trouver d'entente? On Qu'est-ce n'avait qui plus, aucune communication. ah, Dès qu'on se parlait, c'était pour se blesser l'un l'autre, il y avait rien de constructif et du coup, on a décidé de se séparer plusieurs fois, mais bah, comme un aimant, la vie, elle nous remettait toujours, l'un en face de l'autre. C'est moi qui ai fait un énorme forcing pour qu'on se remette ensemble, il me c'est semble. vrai. Ouais. Oui, parce que lui, enfin, je pense que c'est les hommes aussi qui ont une capacité à tenter de se dire, «Bon, bah, là, il faut que je passe à autre chose». Ouais. Puis lui était plus âgé que moi, toujours pas d'enfant, donc je pense qu'il y avait Et aussi, oui, bah, le fait de se dire, «Bah, là, c'est terminé, il faut que je passe à autre chose et et je oui, vois ce surtout, que la vie, m'amènera, c'est mais ça. tu es un peu plus pressé que moi, sur le sujet». C'est ça, s'il en Mmh. parlait déjà depuis longtemps d'être C'est ça. papa, effectivement, je comprends ce que tu Mmh. dis. Bon, tu fais le forcing. Voilà, Vous en je fais mettez le une bonne forcing, fois pour toutes c'est ensemble. ça, exactement. Plus fort? Plus fort, ouais, plus fort, on se dit: «Bah, de toute façon, si on passe pas outre tout ce dont on s'est reproché, on n'y arrivera jamais. Mmh. Donc on a une bonne discussion une fois pour toutes. Tout ce qui nous dérange, on tire un trait dessus. Tout ce qui a pu se passer, tout ce qui nous a blessés l'un l'autre, on se dit tout et après on efface et on n'en parle plus jamais et c'est ce qui s'est passé. On n'en a plus jamais reparlé. Alors des fois, sur le ton de l'humour, tu sais, quand tu es un peu énervé, tu ressors un petit On titille truc, un peu. voilà, un petit pic. Mais non, on n'en a plus jamais reparlé. On s'est remis ensemble en août, fin août. Et Aaron est venu se nicher début décembre. Donc assez Assez rapidement, rapide, ouais. assez Mmh. rapidement. Mmh mh. Comment vous réagissez tous les 2? C'est une très belle nouvelle? Oui, j'ai été hyper choquée, parce qu'en fait, j'ai enlevé mon stérilet le 30 novembre et je suis tombée enceinte, pardon, pas enceinte. Tony Smart, je l'entends à côté. Je suis tombée enceinte je crois le 13 décembre. Oui, c'est ça, le 13 décembre. Ouais. Donc à peine 2 semaines. Et pour moi, le début de la grossesse a été hyper dur parce que j'ai pas eu mon cerveau a pas eu le temps d'assimiler que je tentais de tomber enceinte, que je l'étais déjà. Alors je sais que c'est horrible de dire ça parce qu'il y a des femmes malheureusement qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à tomber enceinte ou qui n'y arrivent jamais malheureusement. Mais moi j'ai eu cette chance de tomber très vite enceinte, mais malgré tout, ça a été un immense choc. Et au tout dé donc je l'annonce à Fred, sauf qu'il comprend pas du tout. Ça a été un flop total, l'annonce. J'ai l'impression de m'écouter. Ah, ça a été un flop, mais Mais complet. pourquoi? Il a pas compris Une quoi? horreur. Les 2 barres? Non, en fait, j'ai voulu faire un truc un peu original, sauf que ça s'est pas du tout, passé comme je l'avais pressenti, quoi. Je lui ai fait croire que j'allais me faire tatouer, parce que j'ai une amie, tatoueuse et en fait, j'ai pas du tout été me faire tatouer. Je me suis écrit, «papa» sur le ventre. Et il rentre à la maison, je mets le téléphone, trop contente de mon idée. Il rentre et il me parle pas du tatouage, donc déjà ça part mal. Je lui dis: «Bon, tu veux voir mon tatouage?» Il me dit: «Oui, oui» et en fait, je fais ça et déjà au moment où je soulève, il me dit: «Mais non, tu as pas fait ça!» parce qu'il supporte pas, il déteste les tatouages sur le ventre. Ouais, Moi, j'étais pas au courant. Bon, c'était en même mal temps, c'est barré. vrai que c'est pas banal un tatouage sur le ventre Oui. et je soulève, donc déjà il me dit ça, il regarde, il lit, il me dit: «Mais pourquoi tu as écrit papa?» Je dis: «Mais» et moi, en fait, sur ce coup-là, je bloque parce que je me dis: «Il peut pas vraiment croire que j'ai fait un tatouage avec écrit papa, personne fait ça». Ou alors tu le fais là, comme les mecs, comme les routiers qui s'écrivent maman, avec le cœur et tout, personne fait ça Mmh. et il finit par comprendre, mais ça a été long Waouh. Tu et as encore la vidéo? oui, Tu me la montreras ah tout à oui, l'heure? oui, oui, mais elle est longue, hein, faut avoir un C'est peu pas de temps grave, on aura le temps. et il finit par comprendre. Et en fait, je pense qu'il est aussi choqué que moi parce que, ben, on commençait à peine à essayer. Bah oui, en 10 Il me jours prend même seulement pas dans les quoi. bras. Ah! Il me regarde, il me dit: «Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai». Mais il me prend pas du tout dans les bras, donc je le regarde et je lui dis: «Bah, du coup, tu peux me faire un câlin ou?» Donc il finit par me faire un câlin et voilà, annonce,
Désastreuse. Un peu flop. Ouais, un peu flop, ouais. Mais après tout s'est bien passé, Il a hyper, percuté. concernée. Oui, Les jours d'après, voilà, vous avez oui, oui, commencé à oui. assimiler la Oui, oui, nouvelle. oui, oui. Non, Oui, mais oui. après, je comprends tout à fait que ça soit bizarre. On a vécu exactement la même chose avec Tony. 10 jours après le retrait de stérilé, enceinte. Lui qui capte rien, ça veut dire quoi? 2 barres. Et il arrêtait pas de dire c'est vrai, exactement comme lui. Donc je comprends très bien. Oh là là. Les prochains jours, voilà, tu atterris. Donc vous en parlez, vous gardez le secret pour vous? Qu'est-ce qui se passe là? Vous en parlez à vos proches? Alors le problème, c'est qu'on est aux périodes de fêtes de Noël. Ah bah oui. Donc garder le secret, sachant que tous mes proches savent à quel point j'adore le vin, ça devient compliqué. Compliqué. Et en fait, je fais un test de grossesse une semaine après, au magasin dans ma boutique parce que j'ai un dégoût, mais vraiment un truc, hyper léger. C'est pas une nausée, c'est juste d'un coup, j'ai un petit dégoût dans la gorge, mais OK. un truc hyper léger. Et je dis à ma mère: «Mais moi, j'ai jamais eu ça. Je pense que je suis enceinte». «Mais n'importe quoi, ça fait une semaine». Dis: «Comment tu veux, nanana». Test, enceinte, 1 semaine. Ah donc elle était là, Elle était là, elle ouais. était là avec toi le Elle jour où était tu l'as là. appris? J'ai fait, pipi dans les toilettes, du magasin. Ah donc il y a le secret avait pas été Ouais, gardé, en tout non, cas jusqu'aux fêtes non, et non. bon, Bah, du coup, ma mère l'a su, avant avant tout le avant, monde quoi, Fred, avant Fred surtout. puisqu'elle était là. Et non, mais c'était, en fait, c'était hyper intense parce que découvrir qu'on est enceinte super tôt, il y a un côté, moi j'ai pas, j'avais pas envie de garder le secret jusqu'à 3 mois Mmh. déjà. J'ai toujours été un peu, terre à terre en me disant: «Bon, bah, malheureusement, s'il doit se passer quelque chose avant 3 mois, heu, bah, voilà, Ça arrivera. j'ai de pouvoir sur rien». Mmh. Et et puis pour moi 3 mois, c'était trop long de tenir, c'était trop, surtout que voilà, il y avait les fêtes de Noël donc En plus, si dé alors déjà, si on me dit: «Caro, je te sers à boire» et que je dis: «Non, non, c'est bon, merci», c'est grillé. ça va susciter Et les en fait, ça questionnements. s'est grillé justement puisque pour nos familles, on voulait pas forcément garder le secret, mais pour les amis, oui, et on devait faire un Noël des copains où je ne suis pas allée. Et tout le monde a trouvé ça hyper bizarre. Et quand Fred est arrivé, de suite, ils lui ont dit: «Oh mais Caro, elle est pas là parce qu'elle est enceinte». Direct. De suite. Et encore plus fou, mon amie qui devait me tatouer, je sais pas pourquoi, elle m'appelle le jour où j'ai fait le test de grossesse, le jour où j'étais en train de rentrer chez moi, elle m'appelle, elle me dit: «Caro, tu es enceinte?» Et je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu enfin, comment tu sais?» Je dis: Ça fait 1 heure que je suis au courant». Et elle me dit: je sais pas, j'ai senti un truc et je t'ai appelé». Et elle me dit: «Au son de ta voix, quand tu m'as dit "allô", Bah j'ai oui, senti qu'il y avait un truc et que enfin, je sais pas, c'est tu son côté un bouleversée. peu psychique ça. Ouais, Et ouais, ouais, elle m'a dit: «Tu enceinte», direct. incroyable. Donc deuxième personne avant Fred qui est au courant. Bon bah super. Voilà, Le voilà. principal concerné, bon. C'est ça. Bon, de toute façon, il a pas compris de suite, donc Mmh. voilà. Oui voilà, bah, c'était bien fait. Tout à fait. Comment ça se passe la grossesse, les débuts du coup, ces premiers mois? Hyper bien, magnifique. Heu, alors le jour où j'ai fait le test, j'ai eu un dégoût dans la gorge qui n'est jamais revenu. J'ai jamais été, malade, j'ai jamais eu de nausées, j'ai pris très peu de poids, j'avais une peau magnifique, j'avais un teint lumineux. Franchement, j'ai eu une grossesse, de rêve. Après, j'ai très mal vécu, les premiers mois en termes de changement physique. Ça a été très dur pour moi, mais sinon, parce que se réapproprier, bah, un nouveau corps, Ouais. c'est ouais, ça a été, pour moi, ça a été difficile, Mmh. difficile. Mais hormis ça, j'ai eu une grossesse, très belle, Jusqu'au bout? jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, où je voulais pas partir à la maternité parce que je pensais ne pas accoucher. Ah ouais? Mmh. Ouais, ouais, je pensais, j'avais des contractions, mais rien qui me clouait au sol, quoi. Et moi, j'étais partie avec cette idée que forcément, quand tu vas accoucher, bah, si tu pas des contractions qui te pétrifient, ça sert à rien d'y aller.
J'y suis allée quand même sous conseil de ma maman. Heureusement qu'elles sont là, les mamans. Et puis finalement, je suis arrivée, j'étais dilatée à 2,5. Ah ouais! Mmh. Ah oui, donc tu Ouais, quand même j'étais bien commencé le bien ouais, travail? ouais. Mmh mh. Incroyable! Ah Mais comme quoi le cerveau est dingue parce que du moment où elle m'a dit: «Vous êtes dilatée à 2,5», le sol s'est dérobé sous mes pieds. Contraction de malade, j'ai vomi, ah ouais. mais un accouchement tout aussi parfait que la grossesse. OK, donc Mmh. en plus, c'était ta Oui. première grossesse, ton Mmh. premier accouchement, donc tout se Mmh. passe à merveille. Vraiment. Tu mets ton bébé au monde. Mmh. À terme, du coup, tu 1 étais semaine avant. 1 semaine avant, Mmh. bon, voilà. Oui, que ça va. Et alors, à quel moment tout va bousculer? Parce qu'il y a bien un jour où votre vie va Mmh. complètement prendre un nouveau tournant. Mmh. Est-ce que c'est au moment de la naissance d'Aaron? Oui. Oui, oui, c'est au moment où il sort, au moment où il se montre, au monde, on se rend compte qu'il a un œil extrêmement gonflé et entrouvert. Sur un bébé, c'est quand même pas banal. C'est difficile à imaginer, mais Ouais. c'était vraiment très, très proéminent et silence complet dans la salle d'accouchement. Personne comprend ce qui se passe, bah, ni nous, ni les sages-femmes, ni, la gynéco qui a fini par m'accoucher. Donc silence, pesant dans la salle d'accouchement, ouais. Tu poses des questions, tu le remarques de suite? Je le remarque tout de suite. En fait, je le remarque au regard de son père, puisqu'en fait, il le sort, il le pose sur moi. Quand il le pose, je vois qu'il y a quelque chose, mais sur le coup, il me le pose dessus et Bah oui, je suis absorbée par autre chose bien sûr. et en fait, je vois pas son père s'approcher. Donc ça me paraît, étrange. Je le regarde et je vois sa mine, bah, déconfite et c'est là que je fais comme ça et je me dis: «Ouh là, il y a un effectivement, il y a un problème». Sauf que au début, les sages-femmes me disent: «C'est sûrement un œdème à l'accouchement». Il y a une partie de moi où je me dis: «Oui, probablement que c'est vraiment quelque chose de bénin» et l'autre partie où je me dis: «Non, c'est beaucoup trop imposant pour que ce soit un œdème à l'accouchement». Et là, s'ensuit, quelques heures sans réponse. Ils te le prennent quand même pour, Oui, checker, je sais oui, pas, oui, oui. Oui, oui. ils Ils te le appellent un prennent, pédiatre, ils te le qui vient le ramènent voir. ou Non, ils le mettent en unité kangourou, heu, où nous, on a le droit d'y aller, bien sûr, mais en fait, lui est dans un petit lit chauffant, qui est quand même assez haut. Moi, je viens d'accoucher, donc je suis dans le fauteuil roulant. Bah, je suis à cette hauteur, lui est là, donc je peux pas le prendre dans mes bras et j'ose pas trop le faire non plus et on passe, en fait, ces heures-là à le regarder et à se dire, «Qu'est-ce qui se passe, quoi?» rien n'a changé? Il y a rien qui a dégonflé, Non. qui Non, non, du tout, la maternité appelle un hôpital pour le transférer. Donc après, on a le droit de rentrer en chambre avec lui. Le moment où on rentre en chambre à la maternité tous les 3, je me dis, «Ça y est, en fait, c'est bon. Ils ont trouvé, ce que c'est. Peut-être qu'on va rester un peu plus longtemps à la maternité, mais c'est quelque chose de bénin, donc s'ils nous mettent en chambre». On lui met son petit pyjama de naissance, enfin vraiment, on veut faire les choses comme des parents, classiques. Toujours teinté d'une angoisse terrible, mais en fait, je refuse qu'on m'enlève les moments qu'on m'avait promis. De, la bulle, bon, la bulle de bonheur, elle y est pas vraiment, hein, mais voilà, lui mettre ce petit pyjama de naissance, bah, pour moi, c'est dire, on vit, un accouchement et un début de vie, de parentalité normal. Sauf que rien ne l'était du tout et on attend dans la chambre qu'on nous donne des nouvelles. et personne, du coup, pendant toutes ces heures-là, vient vous voir pour vous dire, ce qu'il en est? Ils A cherchent, en fait, à côté, ou ils alors, savent déjà? Est-ce que tu le sais non, maintenant? non, non, pas tout de suite. Là, on est vraiment en maternité, donc il y a pas de service, il y a pas de service, de néonat ou ce genre de choses, mais ça va très vite. Le service de la maternité est très, très impliqué, très inquiet et vraiment ça a été des femmes, extraordinaires. J'ai pas rencontré d'hommes, mais ça a été des femmes extraordinaires, hem, qui se sont occupées d'Aaron tout de suite, de nous aussi, en essayant de nous rassurer. Malheureusement,
Quand tu sais pas de quoi il s'agit, c'est difficile de rassurer, mais elles ont essayé et elles ont appelé l'hôpital qui a programmé un transfert en fin de matinée, donc 3-4 heures après la naissance d'Aaron à peine, et ils viennent le chercher en ambulance. Moi, je prépare mon sac, avec papa, je vais pour partir Toi, tu peux avec eux. partir, Non, mais non, heureusement. je pense. Je pense que je peux y aller Et non. et en fait, je peux pas. Et et on me dit: «Non, non, mais vous venez d'accoucher, donc il faut quand même se reposer puisqu'il y a il y a un risque, hémorragique après l'accouchement, donc je peux pas être baladée». Ce que j'entends et comprends, mais ça me paraît impossible. Enfin, c'est une déchirure. Je viens de rencontrer mon enfant, avec tout ce qui se passe autour de, bah, son œil, on sait pas ce qu'il a. Déjà, j'ai du mal à prendre ma maternité, à comprendre que c'est mon enfant et on me l'enlève. Donc ce moment-là, ça a été, terrible. Enfin, j'avais l'impression de flotter dans un monde, dans lequel j'avais pas ma place, quoi. Et en plus, tu te retrouves toute seule parce que Fred Oui, part avec et oui. lui, Oui, évidemment. oui. Je me retrouve toute seule, pas tout à fait puisque j'appelle ma maman Ah. qui vient évidemment et elle vient avec mon frère et ma belle-sœur. J'ai très, très peu de souvenirs de ce moment. Je me revois, sortir avec le fauteuil roulant, dehors et dire, «J'ai envie de fumer une cigarette». Comme si, comme si la fumée que j'allais inhaler allait me remettre, tout en place. Pas du tout évidemment, mais je me revois, voilà, dehors avec eux et eux qui me posent des questions. Sauf que moi, j'ai aucune réponse à vous donner. J'en ai pas pour moi, j'en ai pas pour vous et ces débuts-là ont été compliqués et c'est à ce moment-là que Fred m'appelle et me dit: Il a probablement une tumeur très agressive». Donc sa voix à lui. Je pleure toujours au même moment. Ah mais je comprends, j'ai les larmes qui me sont montées parce qu'évidemment qu'on sent dans ta voix que c'est encore frais, hein. Il a 2 ans et demi Harold aujourd'hui, mais déjà de la prendre au téléphone par ton amoureux, Ouais, 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 c'était en fait, je sais pas si c'est, enfin, c'est la nouvelle évidemment qui est terrible, mais c'est sa voix à lui qui se brise au téléphone et qui dit, «Ils en sont pas sûrs, mais il a probablement une tumeur très agressive» et parce que Fred, c'est quelqu'un de moi, je suis la romantique, je suis l'empathique, je suis, l'hypersensible qui pleure, pour tout et pour rien, qui est décuplé d'émotions en permanence. Lui, voilà, c'est quelqu'un qui se laisse pas du tout déborder par ses émotions et là, de l'entendre comme ça au téléphone, ça m'a puis tu es au téléphone, tu es à 1 heure de lui, tu peux rien faire. Tu es dans ton en fait, tu es dans ta mare, quoi. Tu es dans ton désastre et surtout que là, à ce moment-là, c'est un diagnostic assez précoce puisqu'il y a pas eu de biopsie et bon, finalement, un diagnostic qui était réel, hein, mais voilà, cet ophtalmo, bah, qui suit Aaron depuis tout petit, du coup. Fred avait une nuée de médecins autour de lui. Il se fait sortir de la pièce pour qu'on puisse faire un fond d'œil, à Aaron. Aaron qui a quand même 5 heures de vie, donc faire un fond d'œil sur un nouveau-né, il l'entend hurler à travers la porte. Bah, pour lui, je pense aussi, on en a parlé, mais bon, voilà, il a du mal à exprimer. Ça a dû être un moment, bouleversant. Enfin, bouleversant, c'est fort, mais débuter sa parentalité comme ça, sa paternité, je pense qu'il avait pas imaginé, ouais. et toi, tu te retrouves avec seulement cette information-là? Mmh. Heu, tu te confies à tes proches à ce moment-là? Tout le monde doit être déboussolé? Ouais, complètement et mais c'est pareil, j'ai très peu de souvenirs. Je me souviens que je voulais pas annoncer sa venue puisque, bah, je savais pas quoi dire. Donc il y a des gens qui ont appris qu'il était né, 3 semaines après. Parce que j'arrivais pas en fait, j'arrivais pas à associer, bah, déjà sa venue au monde et en plus les gens automatiquement te posent des questions et j'avais pas de réponse.
Donc c'est hyper énergivore. Déjà, quand tu as les réponses, te raconter, ce qui s'est passé aujourd'hui et cetera. Mais quand tu les as pas, c'est parce que les gens, c'est gentil de leur part parce qu'ils sont inquiets, ils te bombardent de questions et toi, tu dis: «Bah, non, je sais pas, j'apprends en même temps que toi», heu et après, ils te mettent des idées en tête hyper, angoissantes, et puis tu as ce truc où les gens veulent toujours trouver une raison à tout et ça, ça, c'est hyper dur voilà, bon, on parlera après, mais ce qu'il a eu, pourquoi Mmh. il a eu ça? Peut-être que c'est à cause d'eux, peut-être que c'est à cause d'eux. Non, en fait, j'en sais rien et je m'en fous. Ah ouais, quand tu disais ça, Ouais, ouais, au ouais. tout début, Oui, 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 de suite. Oui, oui. Mais en fait, je m'en fous à cause. Je dis: «Moi, je oui, veux peu juste qu'ils importe. vivent». Aujourd'hui, il est là, il faut agir. Mmh. Alors justement, le diagnostic, il s'avère être, vrai, mais ça, vous le savez combien de temps après, ce On le premier sait, échange? il fait sa biopsie le lendemain, donc il est transféré en unité de néonat pendant 8 jours. Donc pendant 8 jours, on reste, dans cette unité, à côté d'un tout petit bébé, prématuré. Et il part en biopsie. Les résultats partent, eux, un peu partout et c'est des résultats qui sont très, très longs à arriver. Ça met à peu près 2 semaines, ce qui est court et long à la fois puisque, quand tu attends, l'attente pendant 2 semaines et puis nous, on voit l'œil évoluer à ce Ah, moment-là. C'est-à-dire que la progression de la maladie, elle est fulgurante. Son œil, il ne cesse de grossir, il ne peut plus le fermer à ce moment-là. Et on doit l'hydrater en permanence, toutes les heures, on doit lui mettre de la crème, jour et nuit, dans l'œil pour pas qu'il se déshydrate. Donc ça a été, 2 semaines de trou noir parce que tu découvres ton enfant, donc tu essaies de t'en occuper comme un parent classique, mais à la fois, tu as son pronostic vital qui est engagé. Tu te dis, «Est-ce qu'il faut que je m'y attache à ce petit bébé ou est-ce que» c'est terrible puisque bien sûr, évidemment que tu t'y attaches. Tu oui, son parent, c'est tu ton sa enfant, maman, oui. mais est-ce que tu arrives à créer ce lien qu'il faut quand même créer? Parce Mmh, que, on met des enfants au monde, mais parfois ça peut être plus ou moins long de créer le lien, mmh. même si c'est ton enfant. Est-ce que tu arrives à le prendre? Est-ce que tu peux le prendre dans tes bras? Oui, 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 bien Tu peux sûr. le prendre dans tes On peut le bras, lui prendre dans nos parler? bras, on peut lui parler, on peut lui faire du pot à pot. On est dans une chambre, avec beaucoup de machines, mais tout à fait Mmh. classique. Mais, pour moi, le lien, il a été très difficile. Très difficile puisque, on me l'a enlevé quasiment tout de suite. Toi, tu l'as retrouvé combien de temps du coup après, Je tu l'ai pu sortir retrouvé, rapidement? heureusement, j'ai harcelé, le personnel toute la journée. J'ai pu le retrouver le soir à 18h. Ah quand Mais même. c'est quand même passé toute une journée où son père a pris son rôle, tout de suite parce que bon, il a pas eu le choix non plus que de le prendre dans ces circonstances. Mais du coup, son père lui avait déjà changé sa première couche, il lui avait donné son premier biberon et moi, je suis arrivée un peu au milieu de tout ça, hem, hyper déboussolée. Déjà, je me souviens être arrivée à la néonate, je sonne et je dis, parce que c'est une unité qui est fermée et je dis: «Je suis la maman de Aaron» et au moment où je dis ça, je je me prends un impact parce que je me dis: «Ce que je suis en train de vivre, c'est pas réel. Je suis pas en train de rentrer en unité néonate pour voir mon fils». Déjà dire mon fils, c'est assez particulier pour moi puisque je découvre, ce rôle-là. J'arrive devant la chambre, je fonds en larmes. Ils ont appelé, je pense ils ont vu mon état. Ils ont appelé le psychologue tout de suite. Il faut vraiment aller la voir et en fait, je passe ces heures-là à m'effondrer. Dès que je regarde mon fils, je m'effondre. Et heureusement, son père, tient la barque, tient le lead, parce que moi, j'en suis incapable et j'ai beaucoup de mal à m'occuper de lui. Je le regarde, je sais que je l'aime déjà, mais j'ai pas cette explosion d'amour dont les mères parlent souvent. Je sais que ça arrive aussi à des mères dans des parcours tout à fait classiques, sans maladie et c'est pas grave puisque le temps fait très bien les choses Oui. et sur le coup, comme toutes les mamans, je m'en veux. Je me dis: «Mais je l'aime, mais je sens qu'il y a quelque chose qui bloque en moi» et finalement, avec le recul, je pense que j'ai eu une réaction psychique de me dire: «Essaye de mettre une armure
chose dont j'arrivais pas du tout et d'être entourée de professionnels qui prenaient soin de lui. Je me disais: «Elles le font super bien, moi j'ose pas. Oui, J'ose puis pas m'occuper c'est de mon propre une forme enfant». de protection Mmh, aussi, sûrement. mmh. Parce qu'à ce moment-là, est-ce que tu penses au pire? Est-ce que Bien tu te dis sûr, que peut-être il va partir? Peut-être que complètement, complètement. Moi, je suis déjà en train de penser à ses funérailles. Je suis en train de me dire: «Bah, dans quelques jours, voilà, on va devoir chercher, un cercueil pour notre enfant». Et à la fois, quand je me dis ça, ça me paraît lunaire parce que je me dis: «Mais les enfants, ça meurt pas». Enfin, c'est ça tu peux pas commencer ta vie, avec un pronostic vital engagé et qu'on dise à ses parents: «Bah non, bah désolé, votre enfant, il va pas survivre». C'est inentendable, des choses pareilles. Donc sur le coup, ça a été, chaque jour, moi je me disais, «Bon là, c'est aujourd'hui. Ils vont nous annoncer qu'il y a pas de traitement et qu'on pourra rien faire». vous arrivez pendant ces 2 semaines d'attente à vous parler tous les 2. Très peu parce qu'il y a si peu à dire. Oui, C'est c'est de l'attente. ouais, c'est de l'attente lui est par contre est toujours positif. Toujours, c'est lui qui m'a complètement insufflé la positivité puisque, moi au début je voyais la mort tout le temps. J'ouvrais les yeux, je voyais la mort et d'ailleurs je me disais, «C'est vraiment, une farce que ça s'appelle une tumeur». Ouais, Tumeur, enfin, je bien me dis: sûr. «Ils auraient pas pu trouver un autre nom, quoi». Ouais. C'est vraiment, quand ça te touche, tu te dis: «Bah, en fait, le nom est hyper explicite» et lui, il me disait toujours: «Mais ça va aller, t'inquiète pas, ils vont trouver et nous, on est là avec lui, on est ensemble, regarde, regarde, nin enfin, regarde comme il» lui, en fait, il voyait son développement de bébé. Moi, je voyais son œil Ouais. et lui voyait son développement de bébé parce qu'il avait un développement, par contre, tout à fait, classique c'est à ça qu'on se raccrochait. Et voilà, lui, il m'a insufflé la positivité de me dire: «Mais oui, mon fils, il va s'en sortir et ça va aller. Attention, je dis pas qu'elle est présente tous les jours, ce serait mentir. Mais il y a des jours où tu te lèves et tu te dis: «Aujourd'hui, ça malgré la maladie, ça va être une bonne journée». Faut être fort, hein, pour être capable de et puis il t'élevait. En fait, je pense qu'il voulait Complètement, pas que tu sombres complètement. parce que là, Il me c'était connaissait encore bien, ouais. pire. Bah, ouais. C'est ça qui est Bah, qui est beau là-dedans, c'est que dans des périodes aussi compliquées où tu as pas de réponse, tu mmh, attends, des jours entiers, des semaines, oui, relever l'autre. mmh. Je pense qu'il a bien fait son job là, Bah, c'était à lui de faire ça, à ce j'ai moment-là. été, impressionnée et je pense que c'est à ce moment-là que je suis retombée encore amoureuse de lui. C'est de me dire, les premières heures que lui a vécues, moi, elles ont été, un peu traumatiques parce que voilà, la séparation, mais je peux pas imaginer ce que lui a ressenti de se retrouver entouré de médecins avec, tu sais, c'était un peu, comme dans Grey's Anatomy, quand il y a un cas Ouais. hyper rare et que tout le monde se bat pour le voir. Mmh. Bah, là, c'était Aaron, quoi et toi, tu arrives en qualité d'humain lambda, enfin et de nouveau papa, pas du tout en qualité de médecin et je me dis: «Mais le choc et l'impuissance qu'il a dû ressentir de ce moment» parce que tu te fais balader à droite à gauche et tu aucune, sérénité à prendre ton enfant dans les bras et à s'en occuper et malgré tout, même quand on était hospitalisé, il a dû garder ce sang-froid-là. Il s'est occupé de son fils, mais presque mieux que moi et ça a été hyper déstabilisant pour moi, puisque moi, j'étais tellement dans mon délire de «je m'effondre» que j'y arrivais pas, donc lui prenait le lead tout de suite. Le premier soir, il m'a dit: «Monte en chambre, va dormir, va te reposer, tu viens d'accoucher». Je tenais plus sur mes jambes parce on avait passé la journée debout, je tenais plus sur mes jambes, j'étais vraiment, morte quoi de l'accouchement et de tout ce qui en a suivi. Il m'a dit: «Va te reposer». Voilà, c'est lui qui a géré la nuit, assis sur son siège de néonate, qui sont pas très confortables, il faut se le dire. Mmh. Ils ont le mérite d'exister, mais Ouais. c'est pas un comble de confort et voilà quoi, il a géré, avec une force surhumaine. Il est incroyable. Ouais.
C'est incroyable. Le fin mot de l'histoire arrive, vous avez Mmh. vraiment le diagnostic, Mmh. donc on vous dit que c'est une tumeur. Oui. Heu, Qu'est-ce qu'on vous explique? C'est quoi la solution? Est-ce qu'il y en a? Hem, on nous explique en fait, on t'explique le nom de la tumeur, la forme, sa fusion. Oh, c'est tout un tas de chiffres et de lettres, que tu retiens jamais. Il nous explique qu'Aaron a un sarcome. C'est une tumeur, à la base, des tissus mous, donc c'est pas du tout censé être localisé dans un œil et on nous dit que ce cas-là, en tout cas sa localisation est, extrêmement rare, qu'elle devrait normalement ils sont même pas sûrs, concerner moins d'une centaine d'enfants par an dans le monde et le cancer pédiatrique par définition est considéré comme rare, même si quand on est dedans, on se rend compte qu'il est pas si rare que ça. Et qu'il y a énormément d'enfants qui en souffrent et qui découvrent le diagnostic chaque année et à ce moment-là, on nous dit en gros, on a trouvé un cas similaire qui a eu un traitement par chimiothérapie, pas en intraveineuse, sous forme de sirop et donc on nous dit, «On va débuter ce traitement». On n'a pas tous les résultats complets d'analyse de la tumeur, mais on va débuter le traitement parce que c'est sa meilleure chance. Il pourra garder son œil, enfin, on vit un moment, malgré tout, extraordinaire, puisqu'on nous dit: «Non seulement on va sauver votre enfant, mais en plus il va conserver son œil». Ah ouais. Donc ça a été vraiment, je peux dire, un beau moment on est sortis, on pleurait, mais de joie. D'espoir, Ouais, d'espoir, de joie, voilà, on s'est sauté dans les bras, et on trouve donc on se procure ce médicament, on revient une semaine après. Aaron a 3 semaines à ce moment-là. On revient une semaine après pour débuter le traitement, puisqu'il fallait le débuter par contre à l'hôpital pour voir, comment il réagissait et cetera. et entre-temps, vous étiez rentrés chez vous avec Oui, lui? oui, oui, OK. oui, on était rentrés chez nous, on avait eu, une petite semaine, 1 semaine et demie, à la maison et on débute ce traitement donc hyper ça se boit comme un Doliprane et puis ça a un goût sympa donc Aaron, dit Ouais, rien, aime bien. et puis pour vous, ça paraît moins impressionnant qu'une Ouais, chimio, complètement, classique comme on complètement. les Oui, connaît. tu as l'impression qu'il boit que son petit Doliprane. Mmh. Il prend le sirop, voilà, on va pour sortir, on va dans le couloir, on attend les papiers, le bon de sortie et là, son oncologue revient et nous dit, «Suivez-moi». On se lève, on la suit, et je vois à sa tête que vraiment, ça va pas. Je me tourne vers, le père de Aaron et je lui dis: «Là, je pense qu'on va apprendre, un truc terrible». On rentre dans son bureau, je m'en souviendrai toute ma vie, elle ouvre la porte, je la regarde, je lui dis: «C'est pas le bon traitement». Elle me dit: «Oui, c'est ça». Et en fait, comble du hasard, le tout dernier résultat qu'on attendait, en fait, ce résultat, c'était, la fusion, totale de sa tumeur. En gros, pour faire court, il y a 2 gènes, Mmh. heu, sauf qu'il y a un gène qui a fusionné avec un autre qui a créé cette tumeur. D'accord. Ce gène a un nom en particulier, sauf que le gène qui a muté chez Aaron n'est pas le gène qui est réceptif à ce Ah ce traitement-là. OK. Donc on recommence tout à zéro. Et en fait, là, elle nous dit, «Bon, ben vous allez rentrer en chimiothérapie d'urgence. Donc toi, bah, tu es venu, pour repartir, donc pas d'affaires, rien. On te monte d'un étage et en fait, là, tu te dis: "Bon, là, je vais être hospitalisée, ça va durer un moment"». Et tout le parcours, tout le protocole de chimio commence. Donc là, tu rentres dedans. Ouais. Le jour même, Mmh. il reçoit sa première Oui. chimio ce jour-là? Oui, oui. Ah ouais. Et non, je dis une bêtise. Il passe au bloc d'abord pour poser une voie, Ouais. pour pouvoir recevoir sa chimio. Mais si, je crois qu'il a reçu sa chimio le soir même. Sur un tout petit bébé là, ils lui Ouais, mettent le comment i ça s'appelle là? il y a Broviac, il y a Ouais. le PAC, Ah bah voilà. il y a plusieurs, choses. Lui, au début, on lui pose, une voie, comme ça, dans la jugulaire parce que c'était le week-end, alors du coup, il y a pas de il y a Ouais. pas d'intervention.
Donc en de attendant de lui ouais, poser un pack, ouais, par ouais, exemple, il lui ouais, envoie ça? ouais. Mmh. OK. Voilà et il a sa première chimio le soir Co et il repasse que au bloc le lendemain pour une pause de Broviac. Petit Vous bout. avez le temps de réagir là, à ce qui est en train de se passer, ça Non, va trop en vite? fait, tu réagis pas. C'est, tu sais, à chaque fois, on nous dit, «Vous êtes super fort, vous êtes super courageux», mais je pense qu'en fait, tu as une telle dissociation et puis tu es guidé par les médecins qui te disent: «Bah, là, on va aller là, ensuite on va faire ça, ensuite», comme si on faisait, visite d'un musée, sauf que, bah, non, c'est la visite de l'hôpital Ouais. et c'est la visite de l'hôpital et c'est tous les examens où on te dit: «Bah, là, votre enfant, il va faire un IRM, il va faire un scanner et puis après on va faire un encéphalogramme» et puis, voilà, c'est, un enchaînement où tu as pas du tout le temps de comprendre ce qui t'arrive. Tu suis le chemin qu'on te donne, quoi. Tu as pas du tout un temps de réflexion. Et tout se met sur pause, du coup, la vie à Tout, l'extérieur, le travail, tout. Mmh. tout Tout s'arrête? se met sur pause. Heu, tu à la fois dans un espèce de flottement et à la fois dans une vie qui va à 3000 à l'heure parce que Mmh. quand on t'envoie en chimio d'urgence, c'est que vraiment, heu, tout est dans le mot urgence. Ouais. C'est vraiment la vie de ton enfant, elle est là. C'est pour le sauver. Ouais, elle est là, mais on sait pas si elle va durer. Donc on va tout faire pour, évidemment et moi, tous les jours, à son oncologue, dès que je la croise, je dis: «Mais est-ce qu'il va survivre?» Je sais et elle te répond, «Je sais pas. Je sais pas, mais on va tout faire pour. Mais je sais pas» et tu te rends compte qu'ils font de la chimie, heu, avec des traitements qui ont déjà marché sur quelque chose de ressemblant et ce premier traitement, fonctionne pas du tout non plus. Ah bon? Son œil grossit encore, voilà et tu disais, pardon, tout se met en pause. Tout se met en pause, oui, ton travail, ta vie, tes relations avec tes proches, tout est tout est remis en question. Et ce premier enfin ce deuxième traitement du coup, Mmh qui est plus agressif, et peut-être aussi que oui, le simple «sirop» entre guillemets, mmh. il fonctionne pas, vous vous en rendez compte, de Ouais, suite? on s'en rend compte pas tout de suite puisque, en fait, quand tu fais une chimiothérapie, en tout cas dans son cas à lui, il a fait sa première chimio à 3 semaines et ensuite tu as 3 semaines de repos D'accord. pour laisser le temps au corps de récupérer et voir si les effets, fonctionnent. Au début, ça stagne. Il y a pas ni de diminution, ni d'augmentation et 2 jours avant sa prochaine chimio, son père me dit, «Son œil a grossi». Et moi, toujours dans le déni: «Mais pas du tout, il a pas grossi», alors que je savais, hein Oui. et en fait, la veille, il a explosé. Il a explosé son œil. C'était impressionnant. On avait peur qu'il tombe et son chirurgien avait peur qu'il tombe aussi. Et il était tellement gros et en fait, tu sais, quand il pleurait, tu as un effet, enfin, je sais pas, sur tes nerfs où tout est un peu comprimé, Ouais. quoi. Et quand il pleurait, son œil, il faisait comme ça. Et là, panique, parce que tu te dis: «Moi, je peux pas retenir son œil». Tu te dis: «S'il tombe», juste imagine, en fait, comment on fait? Et et je me souviens que les infirmières et puéricultrices enfin, les infirmières surtout, avaient pour ordre que s'il tombait, de le remettre. Non. Mais hyper, C'est déjà, tu es super hyper étrange. traumatisé de Bien sûr. l'image, puis c'est de la science-fiction. Ah ouais. C'est Ah oui, déjà vraiment, c'est ça? visuellement son œil, c'est de la science-fiction, mais alors de t'imaginer qu'il puisse tomber et qu'il faut le remettre, c'est lunaire. Donc là, quand on arrive pour sa deuxième chimio, ils se rendent compte que ça a pas du tout fonctionné et ils nous disent: «Bon, on va tenter autre chose» et ça a fonctionné. Deuxième traitement, enfin le troisième du coup, a fonctionné. C'était quoi, C'était une autre chimio? une autre chimiothérapie. C'est toujours de la chimiothérapie, mais avec d'autres médicaments et là, ce traitement-là a fonctionné, son œil a diminué. Il réussissait pour la première fois à refermer son œil. Qu'est-ce que tu lui dis à ton fils? Pendant tout ce temps-là? Ouais, j'aimerais savoir comment tu lui Ah, parles. Ouais, c'est vrai. ah, Ouais, depuis,
depuis qu'Aaron est né, on lui explique tout depuis le début. Tout, bah, là, on va aller là, on va faire ça et puis on n'a pas cherché de mots de bébé puisque quand tu es à l'hôpital, Eh ben, compliqué, tu vois, il de entend les médecins ouais, parler oui, certainement puis il des fois? l'entend et compliqué de trouver des mots d'enfant dans un lieu où il ne devrait jamais être. Donc on lui explique toujours tout et quand je revois les photos aujourd'hui de son œil, je suis horrifiée dans le sens, je suis horrifiée qu'il ait pu lui arriver ça et à la fois je me dis: «Mais il était tellement beau». Et en fait, à chaque fois, on lui disait, bah, qui malgré, bah, son œil, malade, on lui disait toujours: «Tu as un œil malade, mais on va tu vois, là, on est ici, les médecins, ils te soignent, ils te donnent des médicaments» et ces enfants-là, ils ont une sérénité. Il y a pas j'ai aucun souvenir de Aaron qui a déjà lutté contre un soin. Jamais, jamais et pourtant, il était plein de fils de partout, de tubulures, de Et puis il était tout tout petit, quoi. petit, ouais. Il venait de naître, Mmh. parce que là, à la fin de cette troisième chimio, enfin à la fin, combien de temps ça dure tout ça, En tout, ça a duré 9 mois. Il 9 a eu mois? 9 mois de chimio, donc 9 chimios, une opération au milieu et de la radiothérapie aussi et voilà, ces chimios, elles sont étalées sur 9 mois. Oui, donc à 9 mois, un enfant, il se débat quand même plus, enfin il est Ouais, censé, il oui, commence à oui, bouger, à se normalement, ouais. retourner, faire du Bien 4 pattes sûr, et cetera. bien sûr. Donc Lui, jamais, pas évident jamais. aussi pour le soigner, Mmh. Bah, en fait, je pense que comme on lui a toujours tout expliqué ouais. et puis il avait l'habitude du monde puisque, bah, dans sa chambre, on était rarement seuls, hein. Il avait l'habitude de voir du monde défiler, il était hyper souriant, il allait dans les bras des infirmiers, des infirmières, des puéricultrices, il se laissait faire, elle se régalait, elle nous sortait de la chambre, en nous disant: «Bon maintenant vous allez boire un café, nous on va jouer avec Aaron» et ouais, toujours, une sérénité et en fait une sérénité qui te transmet, du coup. Parce que toi, Forcément. quand tu penses au pire et que tu regardes ton enfant qui, en fait, est en train de le traverser sans s'en rendre compte, puisque malgré tout, ça reste un bébé, donc je suis pas certaine qu'il ait eu la notion de ce qui se passait pour lui et jamais, j'ai déjà pleuré devant lui, en lui expliquant pourquoi je pleurais, mais par contre, j'ai jamais été négative. Je lui ai jamais transmis, je pense, d'ondes négatives. Quand je pleurais, je lui disais: «Bah, maman, elle est très inquiète pour toi». Mais évidemment, je ne lui disais pas, «Je suis très inquiète pour toi parce que potentiellement, tu peux mourir». Je suis pas trash, Mmh. à ce point, mais je lui disais, «Maman, elle est très inquiète pour toi, mais on est en train de te soigner et ça va aller parce que tu es super fort et les médecins, ils font tout pour t'aider et ton papa et ta maman, bah, ils seront toujours là. Tous les jours, ils te tiennent la main et te la tiendront jusqu'à ce que toi, tu décides de la lâcher. Mais nous, on est là et on reste fort pour toi». Au milieu du protocole, les médecins sont confiants quand même? Ils vous parlent de guérison possible? Tu Comment ça se passe en jamais, fait tout ça, non, Non? tu jamais, un médecin qui va te dire: «Vous inquiétez pas, on va le sauver». Jamais on va te dire ça? Non, non, puisque et je comprends, hein, Mmh. c'est hyper dangereux de partir Bien sur sûr. ça nous est arrivé en début de maladie. Quand on n'avait pas encore les résultats de la biopsie, un interne était venu nous dire, «Ah mais vous inquiétez pas, moi à mon avis c'est juste un petit kyste et voilà on va l'opérer, on va lui enlever et ça va aller». Mais quand cet interne nous a dit ça, j'y ai pas cru du tout et en fait j'ai appelé son chirurgien en lui racontant et je lui disais: «Mais imaginez s'il avait dit ça à quelqu'un qui vraiment s'accroche à sa parole et vous imaginez comme c'est grave?» Et bon, le pauvre, il voulait bien faire, je pense, Oui. mais selon à qui tu dis ça, je me dis: «Imagine quelqu'un d'un peu plus fragile et qui s'accroche à cette parole et apprend 2 semaines après qu'en fait, c'est pas du tout ça, c'est une tumeur hyper agressive où son enfant potentiellement peut décéder». Je suis pas sûre qu'il prenne hyper bien la nouvelle. Non, c'est terrible. Mais du coup, donc tout ça, donc il a 9 mois, Aaron, à ce moment-là, la chimio Mmh. s'arrête parce que c'est la fin du protocole?
Oui, Comment ça se passe? Ouais, au bout de 9 mois? oui, en fait, il était programmé 9 cycles de chimio. Entre-temps, à ces 2 mois, il s'est fait opérer. Ensuite, on a fini enfin non, on a fini, non, c'était entre les chimios. Entre les chimios, il a eu de la radiothérapie, 30 séances de radiothérapie et au bout de ça, on a terminé le protocole de chimio. Ah ouais, donc en plus, il y a de la radiothérapie Ouais. en je savais même pas que c'était possible de le faire Mmh, entre 2. mmh. Et l'opération, c'était quoi? L'opération, c'est donc, son exentération, donc c'était lui retirer son œil. Ah donc il y avait quand même cette enfin, Ouais, malgré tout, à un ouais. moment donné, on vous Mmh. a dit qu'il fallait quand même, Bien quoi qu'il sûr, arrivait, depuis le début. retirer l'œil. Ouais, D'accord, depuis le depuis début. le début. Depuis le début, on nous dit, son œil, enfin depuis le La deuxième. sirop Ouais, avorté du coup, on nous dit: «Son œil, on pourra pas le conserver, c'est trop» on pourrait, hein, le conserver, mais c'est trop risqué OK, de le conserver, parce que le potentiel, la potentielle rechute est beaucoup trop élevée. d'accord. Donc on est obligé de l'enlever. Mais là, ça, cette nouvelle pour vous, c'est en tant que parent, C'est de la science-fiction. tu penses à l'après du coup? Comment il va grandir? Bah, complètement et Comment on va le puis, voir, complètement et puis nous, comment on va le voir? Ouais, Comment on le regard que va tu tu vois? portes à ton enfant? Ouais, carrément. Bah, tu as une culpabilité qui est énorme parce que tu te dis, «Est-ce que moi, je vais réussir à regarder mon enfant?» C'est mutilant, hein. C'est malgré tout, c'est une opération pour le sauver, mais on lui enlève la moitié de son visage Mmh. et surtout qu'au début, avec son père, on comprend pas bien ce que c'est comme opération. Puisque c'est quand même une opération qui est assez rare, Ouais. d'autant plus sur des petits, des petits comme ça, des petits bébés. Nous, au début, on pense qu'il nous parle d'une énucléation et en fait, une énucléation, tu sais, c'est quand on t'enlève ton globe oculaire, mais Ouais, après tu peux avoir une prothèse qui remplace ton œil effectivement, oui. et donc on passe des semaines à regarder des gens qui ont eu des énucléations et qui ont des prothèses. Au début, on l'avait un peu dur et puis finalement on se dit: «Non mais bon, finalement ça va». C'est, le résultat est avec une prothèse est finalement, presque Oui, normal, c'est pas pire quoi, voilà, c'est il y a enfin, pas de, visuellement parlant, ouais, même pour lui visuellement plus tard, c'est hyper bien ils font fait, des trucs super, super bien faits, ouais. ouais, ouais, c'est hyper bien fait. Les gens ont une vie normale, donc on commence à s'apaiser un peu. Sauf qu'un jour, je rentre à la maison et je sais pas pourquoi, à Fred, je lui dis: «Tu sais, on regarde ces vidéos-là, mais il me semble que c'est pas cette opération que le nom de son opération, c'est pas ça». Donc je reprends mes recherches internet et quand tu cherches sur internet exentération et énucléation, les résultats, c'est pas du tout les mêmes. Une exentération, par définition, c'est choquant. C'est choquant, tu as un trou au milieu du visage. Donc malgré tout, c'est mutilant, c'est choquant. Et là, je me dis: «C'est impossible, si on peut pas», j'ai dit: «Le visage de mon bébé, il a la taille, d'un petit melon, on va dire. Tu vas lui enlever la moitié, c'est q comment? Comment c'est possible?» et et puis finalement, tu te dis alors déjà, c'est nécessaire pour le sauver, donc on n'a pas le choix et puis, c'est impossible à imaginer comme, comme résultat. Et oui, tu Donc sais tu te pas trop dis: co «Bon, ce que tu vas ben» voir toi au ouais, réveil sur ouais, ton enfant, carrément. son visage. C'est impossible d'imaginer ton enfant avec, la moitié du visage en moins. Donc tu te dis: «Eh ben, on verra le jour J». Donc en fait, tu te prépares, mais pas vraiment parce que vu que tu as pas l'imaginaire, vu qu'on, on t'a pas posé une photo en te disant: «Bah, voilà, ton enfant, il va ressembler à ça». Donc tu as pas du tout ouais, tu as pas du tout le pouvoir de projeter. Et les médecins, ils ont pas, quelque chose à te montrer, des photos d'enfants, des photos de même d'adultes, mais pour vous montrer un petit peu à quoi ça pourrait ressembler, même si c'est pas le Non, visage de ton enfant, mais non, pour il te montre pas. appréhender, en fait, déjà le trauma que ça peut générer, de En voir fait, ça, une cicatrice, je pense qu'ils ont pas osé nous montrer parce que c'est tellement impressionnant. ils ont préféré Ouais, vous laisser ouais, ouais, vivre je ça, pense, ouais. Alors, ils nous posaient des questions: «Est-ce que vous avez vu à quoi ça ressemblait? Heu, est-ce que ça va? Comment, vous vivez, la chose?» Mais non, j'ai pas le souvenir que son chirurgien nous ait montré.
C'était ouais, je pense que ça a été une étape compliquée pour tout le monde. Et alors quand, déjà il faut laisser partir son bébé, tout petit, il avait 2 mois, Mmh. sur une grosse opération, c'est une grosse Ouais, opération quand même, enfin, on ouais, t'enlève quand même, très lourde. l'œil. Mmh. Tu le retrouves après, quelques heures après? Comment ça se passe? Ouf, le C'est ouais, c'est soir. c'est long le soir? Ouais, longue journée. Ouais, une opération très lourde puisque, en fait, tu retires l'œil, mais tu retires aussi les paupières, tu retires les muscles, tu retires le nerf optique, tu retires le tissu graisseux et la tumeur. Donc en fait, tu racles, si je peux dire ça un peu, de Mmh. manière un peu crue, tu racles, énormément de choses et il est parti au bloc à 10 ou 11 heures, je crois, ou un petit peu avant. On l'a retrouvé à 21 heures. Ça a été, une attente, toujours ce problème de l'attente, Mmh. terrible, terrible et là, tu te dis parce qu'en fait, à la base, on nous avait dit son opération, on va dire, 4 heures. Là, Ouais. tu vois le temps qui passe et pareil, tes pensées intrusives qui reviennent en permanence et qui te disent: «Mais là, en fait, ton fils, il est plus là» et au final, on te dit que non, que si tu n'as pas de nouvelles, c'est que tout va bien. Mais quand tu as une opération qui doit durer 4 heures et qui en dure 8, Oui, forcément là, tu tu te as le poses temps des de questions. t'imaginer, tous les scénarios possibles Mmh. et puis c'était une opération qui mobilisait énormément de monde. Aaron, il a eu une embolisation, enfin, n'importe quoi, pulmonaire. Il a eu une embolisation de l'artère. Moi, je savais même pas quand on te dit quelqu'un a fait une embolie, généralement ça sent pas bon, Ah oui, quoi. c'est très grave. Et je savais même pas qu'un médecin pouvait emboliser une artère Ah, pour éviter une hémorragie OK. et heu et en fait, ce médecin nous explique l'embolisation et il nous dit: «À cet âge-là, la quantité en sang, ça équivaut à une canette de coca et donc s'il fait une hémorragie, Oui, c'est c'est fini» oui, et en fait, ça va très vite. l'œil est, quand même relié à l'artère fémorale donc il lui embolie son artère pour éviter, l'hémorragie. Ça se passe très bien, mais c'est pareil, c'est une opération que tu avais jamais envisagée sur ton nourrisson de 2 mois et il y a des chirurgiens maxillofaciales, il y a en fait, ils avaient réuni tous les corps de métier au cas où il se passerait quelque chose et là, pareil, tu étais hyper, bouleversée de te dire: «Ah, «Il y a autant de gens qui prennent soin de mon nourrisson, qui sont là autour de lui», tous les corps de métier, bah, ils se sont, coordonnés pour être là si jamais et il y a une forme où tu te dis: «C'est magnifique, quoi». Ouais, Malgré bien sûr. la douleur du temps et de De l'opération. l'instant, tu le retrouves, tard ce soir-là, son Ouais, enfant. Comment ça se passe? Enfin, vous êtes tous les 2, j'imagine, mmh, à le retrouver. oui, Vous êtes préparés, mais bon, encore une fois, je pense qu'on peut pas ouais. se préparer à ce qu'on Non, va ouais, pas voir. trop. Mmh. Comment vous le vivez ce On le moment-là? retrouve en réanimation, unité de réanimation. On voit son médecin avant, son chirurgien, qui nous dit, «J'ai pu conserver son sourcil». Alors ça apparaît très dérisoire quand je le dis, mais il était question qu'on lui enlève également son sourcil et alors quand il nous a dit ça, pour nous, ça a été, merveilleux puisqu'on avait quand même réussi à conserver quelque chose Mmh. et malgré tout, un sourcil, ça fait partie d'un visage Bien sûr. et déjà qu'il a plus son œil, si on réussit à conserver quelque chose, c'est magnifique. Donc on se prend dans les bras et moi je le remercie parce que je lui dis: «C'est toi qui me fais pleurer là». Ah mais toi aussi, hein? Et je lui dis, «Vous avez sauvé la vie de mon fils» et ce qui est vrai. Ah oui. Alors bon, il y a plein d'autres gens qui ont participé, mais c'est quelqu'un pour nous et quand on le revoit, il se souvient de la date de l'opération d'Aaron Ah et ouais, tu te dis: «Mais c'est un mec, il opère des dizaines de patients par jour» bien sûr. et là, la dernière fois quand on l'a vu, il nous dit, ouais, le 1er décembre, 2023, sacrée date. Oh, moi, quand il m'a dit ça, ça m'a fait un é c'est je me suis pris, la foudre
quand il m'a dit ça, pas parce que ça me ramenait à une date difficile, mais de me dire: «Même lui s'en souvient». Oui, C'est Enfin, ce bébé, bien il a sûr. marqué des esprits, quoi. On le retrouve en réanimation et en fait, il est bardé d'un énorme pansement casque qui, en fait, qui est là et qui recouvre toute sa tête. Donc on le voit pas vraiment Bah, finalement. oui, oui, bien Puis il sûr. est endormi puisqu'il est encore sous les effets de l'anesthésie et et là, bah, oui, choqué, mais on en avait vu avant avec les fils, les donc choqué, mais et à la fois, reconnaissant, à la fois épuisé et soulagé. Enfin, tu as des dizaines de sentiments qui se bousculent et qui s'entrechoquent, quoi. Mmh. C'est un bandage qui va devoir, être changé, j'imagine tous les jours ou enfin Oui, plusieurs fois, oui, oui, pendant un laps de oui, temps, oui, conséquent. Et ouais, c'est une très cicatrice, en conséquent. fait, il faut que Ouais, ça cicatrise, complètement. Ça cicatrise, ça a le même, principe qu'une cicatrisation classique, quand tu tombes et que tu t'ouvres le genou. Sauf, bah, que là, lui, il a un trou de la taille d'une balle de golf, à la place de l'œil et en fait, on le voit pas tout de suite. On est censé ne pas le voir tout de suite, sauf qu'ils ont fait un peu comme ils ont pu. Je veux dire, un pansement comme ça existe pas et en fait, il a un derme à ils lui ont mis un derme pour aider à sa cicatrisation. C'est une espèce de pansement en silicone là qui aide, ils l'ont mis à l'intérieur. D'accord. Et par-dessus, ils ont mis une compresse qui est tenue par ce petit casque et la première fois qu'il tourne la tête, en fait, tourne la tête et la compresse, elle reste. Ah, Donc bah, là, tu vois ce trou noir, parce qu'il y a pas d'autre, ouais, c'est un trou bien noir, sûr. d'une profondeur, énorme sur un petit bébé. La largeur, bah, pareil. Donc là, tu pas prêt à le voir et puis t'as pas demandé. Oui, T'as pas c'est arrivé demandé. comme ça, Ouais, c'est arrivé comme tu ça. étais pas Puis, préparé. bah, finalement, ça devait arriver. Donc c'est arrivé et comme je disais tout à l'heure, c'est de la science-fiction. Même encore aujourd'hui, tu vois, quand j'y repense, Ouais, je me dis: «C'est pas possible, j'ai pas vu ça. ouais. Oui, bien sûr, ça paraît J'ai pas vu ça». inimaginable. Ouais, on dirait un film. Ouais. Un film, avec des effets spéciaux, enfin, mais non, c'est la vraie vie et c'est ton enfant, quoi. Et ce pansement, il changeait tous les jours et moi, je prends le parti de regarder à chaque fois. Ah ouais? Parce que je me dis, finalement de regarder, de regarder, de regarder, bah, ça va m'aider à encaisser et à suivre sa cicatrisation aussi. Ouais, l'évolution de la Ouais. cicatrisation Mmh. et pouvoir après être peut-être plus à l'aise parce que, Ouais, carrément. toi-même tu peux faire des soins après sur la Mmh. cicatrice, Mmh. des crèmes et tout ça. Ouais, ouais, Peut-être qu'il y avait ça à faire bien ensuite en sûr. soins? Alors c'est des soins qui étaient toujours faits par une infirmière, Mmh mh. mais en soi, oui, Mmh. on aurait pu les faire nous puisque c'était ni plus ni moins que mettre une compresse avec de la vaseline et au Ouais. fond de la cavité et voilà. Quand on voit les photos d'Aaron aujourd'hui sur ton compte Instagram, il est merveilleux, il est solaire. Mmh. On voit dans son œil qu'il est lumineux et qu'il a une joie de vivre, un un Ah oui, c'est une immense indescriptible. enfin, pardon. C'est juste on voit qu'il a vraiment une joie de vivre quoi, Mmh. comme n'importe quel enfant finalement. Complètement, Il complètement. a toujours été comme ça. Son regard à lui a jamais changé et puis finalement, nous, on l'a connu à 2 mois. Enfin, on l'a connu à 2 mois, non. On l'a connu avec Mmh. ce regard à 2 mois et finalement, maintenant il a 2 ans et demi, donc on l'a toujours connu comme ça et on avait cette, appréhension de notre regard sur lui et finalement on l'a aimé, comme jamais avec cet œil en moins et je pense que le regard qu'on a eu sur lui qui n'était pas différent de celui d'avant, l'a aussi aidé à malgré qu'il soit tout petit, à à intérioriser ou je sais pas comment on peut dire ça, Ouais. mais que voilà, il lui manque un œil, mais ça en fait pas quelqu'un de différent. Donc à la fin de ces 9 mois de chimio, de cette troisième chimio, on vous dit quoi déjà? Est-ce qu'on vous parle
d'espoir? Qu'est-ce qu'on peut vous dire là? Alors au bout des 9 chimios, du 9 coup, chimios. 9 chimios, Aaron vient de terminer aussi sa radiothérapie qu'il a enchaîné en même temps que la chimio pendant 6 semaines. Heu, à la f on fait son dernier cycle et en fait, on est pris, surtout moi, je suis pris d'une tristesse que c'est horrible ce que je vais dire, hein, que ce soit fini dans le sens où je suis évidemment hyper heureuse que les cycles de chimio se terminent et à la fois, je suis bouleversée de devoir partir de l'hôpital. De devoir quitter, ces âmes qui se sont occupées non seulement de notre fils, mais aussi de nous. Hem et puis tu es dans une bulle de sécurité où il peut tout arriver et à la fois il peut rien t'arriver puisque tu es bien entouré. Dès que tu as une suspicion de quelque chose sur ton enfant et ben, il est tout de suite pris en charge. Et là de se dire qu'on va être lâché seul chez nous, ça me terrifie. Mais vraiment, ça me terrifie et heu Et surtout qu'on s'attend pas du tout à ce qu'on nous donne une nouvelle en particulier. D'accord. Nous, on se dit: «Bon, bah, ses cycles de chimio sont terminés, on va rentrer à la maison et on aura le suivi par IRM tous les X mois», Oui, assez régulièrement pour voir complètement. où ça en est. Mais on part pas du tout dans l'optique de se dire, «On va avoir une nouvelle à nous annoncer». Puisque c'était une nouvelle décidément, c'était une nouvelle qui avait jamais été ni envisagée, ni promise. Mmh. Donc, on termine son cycle de chimio, son oncologue entre dans la chambre et nous dit très simplement, trop simplement presque, elle nous dit, «Bon, bah, ça fait 2 imageries sur lesquelles on ne voit plus de maladie, donc on peut dire qu'Aaron est en rémission». Et là, blanc, blanc mais long, puisque on se regarde avec son père et on se dit: «Mais oh, personne nous a prévenu que ce moment pouvait arriver». Et surtout, on l'attendait pas du tout et ça a été, ouais, un choc et sur le moment, on n'a pas du tout su réagir. Tu sais, on n'a pas sauté de joie, on n'a pas, on lui a dit: «Mais comment ça? Enfin, pourquoi C'était vous nous dites possible ça? ça?» Tu vois? «Pourquoi vous nous dites ça, Mmh. nous on s'attendait pas du tout, quoi, à ça». Et franchement, elle nous l'a balancé hyper simplement. Enfin, il y a pas eu de grandes phrases ou de fioritures, ça a été dit comme ça, comme si elle m'avait dit, «Bon, bah, je vais m'acheter une baguette de pain», quoi. Donc bah, forcément hyper heureux, hyper choqué, on avait fait un petit panneau, une petite feuille avec écrit: «Je suis en rémission» et Ouais. on a appelé nos familles en FaceTime. C'était un trop beau moment. Il y a une vidéo Franchement, sur ton compte, ouais. qui est extrêmement émouvante. Enfin moi, Mmh. quand je la vois, c'est bouleversant. On voit, ton petit bébé, hein, parce que c'est encore un bébé, Oui. sonner cette cloche là dans le couloir aussi Oui, ça, c'était à la et fin de la radiothérapie. à la fin de C'est la une, ouais, radiothérapie, ça belle c'était un étape peu avant aussi. alors? Oui, c'était 1 mois avant sa rémission. Donc ils ont mis cette petite cloche au service de radiothérapie et voilà, quand les patients terminent, ils sonnent leur petite cloche. C'est pas une cloche pour la guérison ou ni la rémission, mais c'est une cloche qui clôt une belle étape, un protocole. Bien sûr. Et cette vidéo aussi du coup, où on vous voit appeler vos proches avec Oui. cette petite affiche, Mmh. avec juste écrit: «Je suis en rémission», Ouais. mais ces Ouais, mots ouais, qui sont tellement forts. ouais. Bah, en fait, c'était énorme parce que nous, on s'y attendait pas, mais alors nos proches encore moins. Ça a été, franchement, c'était un moment magique de faire ce petit papier, et Aaron toujours hyper souriant. Bon, même s'il comprenait pas ce qu'il y avait écrit sur le papier, mais dès qu'il Oui. voyait la tête de nos proches sur le téléphone, il éclatait de rire, Il quoi. était trop content. Donc franchement, c'était un moment, c'était trop beau, trop beau. Et alors comment ça se passe le retour, le vrai retour à la maison? Puisque là vous êtes un peu, tranquille avec tous les rendez-vous, tous les protocoles et cetera. Vous avez quand même un suivi, Oui, ou bien on vous lâche sûr. comme ça, et Alors tout est fini? on nous lâche comme ça, psychologiquement parlant. Ils essaient de proposer un suivi, mais ça reste enfin, nous, ils nous l'ont proposé quand même vachement après
et psychologiquement, on est lâché, ouais. Par contre, médicalement, pas du tout, puisque, on a quand même les rendez-vous de suivi où on évalue si la maladie revient ou non, si la rémission est durable ou si malheureusement il y a une rechute. Donc ça fait presque 2 ans aujourd'hui, donc je continue de croiser les doigts puisqu'il faut aller jusqu'à 5. Ah, Mais psychologiquement, c'est un désastre. C'est un effondrement, que je n'ai jamais ressenti pendant la maladie. J'ai été effondrée pendant la maladie puisque j'ai été inquiète, j'étais angoissée, j'étais en colère de me de me voir tout ce que mon fils devait supporter, hem, mais tu ne peux pas t'effondrer, tu as pas le temps de réfléchir, heu et là, quand tu rentres chez toi, c'est, tu sais, c'est comme, dans les films, quand les personnes meurent et que tu vois un défilé de leur vie. mmh. Bah, toi, tu as un défilé de nous, c'est 9 mois, mais il y a des personnes où ça dure des années et malheureusement, ça s'arrête même jamais. Là, tu as un défilé de pendant 9 mois de de toutes les phases les plus traumatisantes du parcours de ton enfant qui apparaissent comme ça et ça clignote, du matin au soir. Comment tu fais pour, déjà tu réalises que là, il y a quelque chose qui va pas, qu'il faut que tu te fasses, Je accompagner l'ai ou réalisé tu en très parles tard. très tard? Ah ouais? Très tard, parce que tu es toujours porté par des gens qui te disent que tu es hyper fort, que tu es hyper courageux et du coup, tu as cette notion un peu de honte de devoir dire: «Bah, non, en fait, ça va pas du tout». Là, ça va pas, j'ai Non, besoin d'en parler, j'ai besoin ouais, d'aide, hein. ouais et puis tu as du mal à demander de l'aide aussi. Mmh. Autant moi, tu vois, quand ça va pas, j'aime bien, poser ça, sur ma page Insta, faire une story en disant, «Il y a ça et ça qui me travaille». Autant aller appeler, une amie Mmh. ou quelqu'un de ma famille pour lui dire: «Bon là, aujourd'hui, j'ai ça qui me dérange», non, pas du tout. Pas du tout, j'ai pas, cette notion de devoir appeler à l'aide. En temps normal déjà, Ouais, ouais. de vouloir appeler à l'aide en tout cas. Mmh. OK. J'aime l'écrire, j'aime pas le dire. Mais justement, alors attends, est-ce qu'on fait le lien maintenant avec le livre que tu as écrit? C'est à ce moment-là que tu l'as écrit ou pas encore? J'ai commencé à écrire dès la naissance de Aaron. Ah! Ensuite, pendant sa maladie, j'ai cessé d'écrire puisqu'en fait, j'étais tellement prise sur Insta à documenter, à raconter, à voilà, que j'ai arrêté d'écrire. J'ai pas recommencé à écrire après sa rémission parce que j'y arrivais pas. Pour moi, c'était, c'est psychologiquement, ça a été très dur d'écrire ce livre puisque tu te replonges chaque jour de chaque heure dans ce que tu as vécu. Il y a des choses que tu as oubliées aussi et c'est là où Insta m'a énormément aidée puisque je regardais ce Mmh. que je mettais, sur Insta. Bien entendu, je regardais les comptes rendus médicaux aussi. Quand tu lis les comptes rendus médicaux où tu as tout le protocole qui est expliqué de A à Z, tu te dis: «C'est pas possible, mon enfant, il a pas pu pas pu vivre ça». C'est le poison, pour la vie, quoi et tu as toutes ces peurs. Quand tu reviens chez toi, déjà, tu as un effondrement, tu as tes nerfs qui lâchent, tu as un décalage avec la vie. Oui, avec le monde autour qui a continué de Avec tourner. avec le monde autour, avec ton monde, tes proches, tu un décalage qui est comme si toi tu venais d'arriver sur terre, quoi. Mais comme si toi tu revenais d'un pays, heu, dans lequel il y a que toi qui es allé et que tu peux pas expliquer aux autres, ni imager. Voilà, c'est un pays lointain, où tu souhaites évidemment que personne n'aille, mais c'est un pays étranger, mais il y a que toi qui le connais, quoi. Et tu peux pas l'expliquer parce que tous les gens, s'accrochent effectivement à la rémission, c'est magnifique, mais quels dégâts ça a laissé derrière? Parce que la maladie, ça a lancé quand même des dizaines d'obus autour de nous. Là, on est au milieu d'un cratère, malgré la rémission. Et tout ça, tu arrives à le verbaliser à Fred? Est-ce que à ce moment-là, tu arrives à lui en parler de tout ça, de ton Bah, ressenti, on que ça va vit, pas? alors en fait, je conscientise
qu'effectivement j'ai quelque chose qui «cloche» entre guillemets, mais je me raccroche à la vie qu'on essaye de reconstruire. Malgré le fait que je me sente en décalage, j'ai eu une période où je sortais plus. Je pouvais pas aller voir d'autres gens et entendre parler de leur vie si, magnifiquement banale, alors que la mienne, elle est détruite et il va falloir que je reprenne chaque morceau, que j'essaie de recoller. Il y en a qui se recolleront jamais et quand tu entends parler des problèmes des uns et des autres, quand toi tu as passé l'enfer, c'est horrible, mais tu as ni envie de les écouter, ni la force et tout le monde a ce truc, qui se veut bienveillant, mais qui l'est pas du tout, de dire, «Bon, ben, maintenant c'est fini. C'est fini, tout va bien, il est guéri». Alors déjà, quand on me dit: «Il est guéri», ça m'hérisse les poils parce qu'il est pas guéri. Oui. Il est en rémission, il est pas guéri et c'est peut-être s'accrocher sur les mots, mais pour nous, ils sont importants et ouais, combien de fois on m'a dit, «Ça y est, c'est fini». Je le prenais hyper mal parce que non, c'est loin d'être fini. En fait, ça commence. Oui, toi, tu attends les 5 ans déjà, Ouais, 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 avec puis ouais, impatience et en même temps, tu as envie de voir grandir ton enfant, carrément, le plus sereinement et normalement complètement, possible. complètement. Mais à l'intérieur, c'est une déflagration. Tu peux pas tu peux pas en sortir indemne et surtout, tu peux pas en sortir comme ça. Moi, là, ça fait presque 2 ans et honnêtement, ça doit faire à peine quelques mois que ça va un peu mieux, que je commence à retrouver un peu, de sérénité, mmh, où j'ai plus j'ai le ventre qui gargouille. Moi aussi tout à l'heure, mais j'étais là: «Putain, j'espère que ça s'entend pas». Non, c'était moi. Ouais, cette sérénité, heu, qui part pas. Parce qu'en fait, au début, bien sûr que tu as des moments, où tu vas rire, mais en fait, tu vas rire et tout de suite ton sourire il va s'effacer et tu vas dire: «Non, j'ai pas le droit de rire». Ah, tu t'en veux Ouais, presque de vivre des carrément. moments joyeux? Tu te dis: «Non, non, j'ai pas le droit de rire, parce qu'il y a d'autres enfants, parce C'est que je dur. suis marquée par la vie, parce que je suis malheureuse p que mon fils ait vécu tout ça. Je suis malheureuse de l'avenir qui l'attend». Et du coup, tu es toujours rattrapée par des trucs, où dès que tu vas kiffer un peu, Mmh. heu, ton mauvais alter ego, il va te dire, «Non, par contre, kiffe pas trop, Alors à quoi tu kiffe t'es pas trop». raccroché pour que ça aille mieux là depuis, quelques mois du coup? Ouais, à mon fils, tellement. En fait, je le regarde, je vois plus la mort, je vois la vie. Ça Quand y je le est. regarde, ça y est et même après, pendant longtemps, je le regardais, je me disais: «Mais imagine, il y a une rechute». Là, j'y pense presque plus. Il y a des moments où j'y pense, attention, mais je le regarde, je vois son sourire, je vois la vie et à chaque fois, je lui dis merci parce que déjà une maternité, ce qu'on disait tout à l'heure, ça te change, ça t'apprend énormément de choses, mais je ne savais pas qu'un si petit être pouvait, bouleverser ma vie à ce point et pouvait m'apprendre autant de choses et pouvait me faire changer d'avis sur plein de choses et ouvrir mon regard grâce au sien. Ça, C'est beau. c'était incroyable et tu te raccroches à tes enfants et puis le cerveau est finalement bien fait puisque quand tu es dans une situation délicate, tu te dis: «J'y arriverai jamais» et puis un jour, 2 jours, 3 jours, 60 jours, 90, 300 et même si ça arrive qu'au 300e, ça arrive quand même et tu reprends ta place, doucement. Tu reprendras jamais la même, mais petit à petit, tu arrives à ouais, à te retenir debout, Mmh. sans penser que potentiellement tu peux tomber. On parlait de tes craintes pour, son avenir. Est-ce que, le regard des autres en fait partie? Bien sûr, Certainement. bien sûr, Parce que la c'est différence, on sait que parfois, trop souvent encore, mmh, ça dérange, en tout cas bien ça sûr. suscite Mmh, de l'interrogation, surtout chez les enfants. mmh. Tu as partagé il y a pas si longtemps une story où tu étais un petit peu, en colère, triste, enfin je pense que c'est un mélange de plein d'émotions. Hem,
Est-ce que tu peux nous raconter? Parce que c'est peut-être quelque chose, à laquelle d'autres parents sont confrontés au quotidien. Oui, oui, c'est alors ce jour-là, j'étais défaite. On était dans un parc à jeux pour enfants et Aaron, heureusement, a 2 ans et demi et ne n'a pas la capacité encore de conscientiser que son physique attire le regard et c'est un parc où tu as plusieurs, entre guillemets, «aires de jeu», j'ai pas envie de les citer non Mmh. plus, pas les mettre dans la mouise. Parce qu'ils y sont pour rien, les Bien pauvres. sûr. Et hem et en fait, on était sur, on va dire, une attraction. On était sur une attraction, du coup, avec ses autres enfants. On y va une première fois, je vois que les enfants sont quand même beaucoup plus grands, ils ont, 6-7 ans facile, hein. Ils le regardent, voilà, je vois qu'ils commencent un peu à se poser la question. On repart parce qu'il y avait trop de monde et que Aaron, en fait, voulait, être à l'avant de cette attraction et on revient parce que ça s'est un petit peu vidé et en fait, c'est comme dans tous les groupes d'enfants, il y avait un leader qui était une petite fille et dès qu'elle le voit rentrer, elle hurle et puis après quand tu es parent d'un enfant, atypique, je dirais, tu tu un c'est pas un radar que tu as, c'est un satellite pour voir, les regards ou les paroles des autres et elle hurle, «Criez, criez tous, criez fort, comme ça il s'en va!» Et moi sur le coup, je me prends une décharge. Je me dis: «Non, elle est pas vraiment en train de dire ça» et donc elle dit ça et Aaron continue d'avancer vers eux parce que lui, il veut jouer quoi, c'est un petit de 2 ans et demi et elle continue en disant, heu: «Continuez, continuez, il va partir, continuez» et en fait, il lui hurlait dans les oreilles pour qu'il s'en aille et beaucoup de gens m'ont dit: «Non, mais c'est peut-être parce qu'ils sont plus âgés et et que lui est tout petit, du coup, ils veulent pas jouer avec des petits». Alors j'entends, sauf qu'il y a une petite fille qui est passée à côté de lui et qui a mimé un vomissement et là, en fait, c'est horrible parce que là, tu envie d'avoir un mauvais geste parce que ça te met dans une telle rage. Tu vois plus que c'est un enfant qui a fait ça. Oui, puis Tu c'est vois juste que quelqu'un s'en est pris au tien mmh. et franchement, j'ai vu le moment où, tu vois, j'avais la main qui je me suis dit: «Non, tu peux pas faire ça. Ah, c'est ton Tu cœur peux de pas maman réagir là comme qui ça». parle et Évidemment, mais tu peux pas réagir comme ça. mmh. Mais après, c'est des enfants qui, quand même, comprennent puisque, en fait, moi, j'ai regardé hyper mal, la petite qui menait, tout le monde. Elle a vu qu'elle faisait une bêtise, hein, puisqu'elle a arrêté dès qu'elle a vu que je la regardais et que vraiment si elle s'arrêtait pas, ça allait très, très, très mal aller pour elle. Elle, elle s'est arrêtée tout de suite. Donc en fait, c'est ça qui m'agace aussi, c'est que je me dis: «Elle est parfaitement consciente que ce qu'elle faisait de base, c'était pas normal». C'est pas bien, ouais. Puisqu'elle a saisi mon regard, elle s'est arrêtée tout de suite et la petite qui a mimé le vomissement s'est excusée, parce que le père d'Aaron a été la voir et elle s'est excusée. Mais en fait, c'est un effet de groupe. Voilà, peut-être que la petite qui a mimé le vomissement, bah, elle s'est sentie, un peu poussée des ailes parce qu'elle était entraînée par cette première petite. Enfin, et le problème, c'est que c'est c'est pas normal, ça devrait pas l'être, mais le problème, c'est qu'on parle jamais à nos enfants. Attention, moi, je jette pas la pierre parce qu'avant d'avoir un enfant Mmh. avec une différence physique, peut-être que je ne l'aurais pas fait aussi, du moins dans ce sens-là. J'aurais dit, bien sûr, il faut accepter, les gens qui ont une couleur de peau qui est différente de la tienne ou qui ont pas la même couleur de cheveux ou voilà, qui ont un handicap, mais j'aurais dit peut-être un handicap, tu vois, qui sont dans un fauteuil roulant Bien sûr, ou ouais. des trucs Mmh. hyper, classiques. Mais c'est à nous Évidemment, d'éduquer nos enfants sur, complètement. les différences. Comme on disait tout à l'heure en off, je crois, il y a des différences partout maintenant Bien et enfin sûr, maintenant et depuis toujours, mais je pense que c'est notre rôle déjà avant tout parents de dire: «OK, les différences, il y en a, oui, elles existent, elles existeront complètement. toujours»
Et en fait, tu peux très bien jouer avec un tel et un tel, peu Oui, importe. bien sûr. Peu importe, et si tu pas envie de jouer, ben OK, tu vois? C'est OK, mais par contre, c'est vrai, c'est cet effet de masse toujours qui est Ouais, super qui est compliqué. difficile, ouais. C'est difficile et Et après, c'est tout autant compliqué. Effectivement, tu ne peux pas expliquer toutes les différences bien à sûr. ton enfant. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est quand même une génération de parents assez, bienveillante, assez, renseignés puisqu'on Mmh. a tous des réseaux sociaux, on voit tous, les choses passer et au-delà des différences, juste éduquer son enfant à de la bienveillance, à être ouvert, à être, attentionné envers les autres, à ne laisser aucun enfant de côté puisque bon, c'est pas la première, ce ne sera pas la c'est pas la première fois qu'on a ce type de comportement envers Aaron. Ce sera malheureusement pas la dernière. Ça m'arrache la bouche de dire, ce ne sera pas la dernière. Déjà, c'est pas normal, mais j'espère qu'avec nous, tout ce qu'on lui dit, lui saura se défendre et j'espère que les parents ouvriront, les livres de leurs enfants, les bons livres, Mmh. parce qu'il y en a énormément Il y en a maintenant, un, oui. sur les différences, sur les handicaps, voilà qu'une personne, alors il y a un œil en moins, mais ça n'en fait pas une personne en moins. Il y a des choses sur lesquelles il sera plus que d'autres et comme, les autres enfants seront plus que lui sur certaines choses. Mais en globalité, ça en fait un enfant, tout à fait normal qui mérite, d'être aimé, de jouer avec d'autres enfants, de pouvoir sortir sans que tous les regards se tournent, vers lui et encore que, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le moment, il ne se rend pas compte, mais ça va pas Mmh. tarder. J'allais te demander justement, est-ce que lui, il t'en parle de ça? Enfin, en tout cas de son aspect physique? Est-ce que Un petit peu, t'en parles un ouais. petit peu? Il commence à Un 2 ans et petit demi, oui, il peu, commence ouais. à verbaliser des Un petit choses. peu, mais c'est toujours, il te dit, il se le touche souvent, enfin, il se touche la cavité et il te dit, «J'ai eu un bobo moi». Mais voilà, il est pas encore, je sais pas si vrai parce qu'il se regarde dans le miroir Voilà, et tout, hein, c'est ce que mais je je voulais te sais demander aussi. pas si vraiment pour le moment, il comprend qu'il lui manque un œil. Ouais, Je suis pas certaine. et que c'est différent, Ouais, enfin que qu'il y c'est a une différent ou différence. alors vraiment ça lui paraît, hyper normal, C'est qui lui? chose qui est très bien, voilà. Mais ouais. Je pense que ça lui paraît hyper normal parce que il a jamais, il s'est jamais mis devant un miroir en se tapotant et en se disant: «Pourquoi?» parce qu'il parle très, très bien, il s'exprime très bien, en disant: «Pourquoi, il me Mmh. manque quelque chose?» non, lui, juste, il va te dire: «J'ai eu un bobo et voilà, mais maintenant il est soigné, les médecins, ils m'ont soigné» et voilà, après ça s'étoffera dans le temps. Mais toi, c'est dès que tu sors, toi, quand tu regardes ton enfant, il est comme ça et voilà, il y a pas de différence. Bien sûr. Par contre, dès que tu sors, on te rappelle constamment la maladie puisque, ben, les gens se tournent, des fois ils s'approchent comme si c'était, un tigre au zoo, les coups de coude, au resto, bah, des gens qui se retournent, qui en plus, c'est hyper, pas discret, quoi. Ouais, oui. C'est d'une indiscrétion, au possible, donc forcément moi, ça me touche. Je peux pas dire que je suis insensible, c'est pas vrai. T'aimerais qu'il ait quoi comme, tu lui transmettre quoi comme valeur, à ton petit garçon, plus tard? Moi, tous les jours, je lui dis: «Je veux que tu restes gentil». Je lui dis: «Même si dans ta vie, il y a des gens qui seront pas gentils avec toi, je veux que tu restes gentil». Et moi, je suis, sur ce point, je suis hyper, je lui dis: «Qu'importe la méchanceté que tu reçoives, je veux que tu donnes de l'amour, je veux que tu donnes de la bienveillance». Et je lui ai dit: «Tu es pas là par hasard». Je lui ai dit: «Ce qui t'est arrivé, c'est pas par hasard». Alors attention, je lui bourre pas la tête non plus avec ça. Mais je lui dis: «Je suis sûre», bon, comme on croit tous en nos enfants, hein, je lui dis: «Je suis sûre que de par ce qui t'est arrivé, tu vas faire de grandes choses. Tu vas parler autour de toi, tu vas ouvrir et avec la méchanceté, tu tu vas pas ouvrir, tu vas refermer». Je dis: «Moi, je veux que tu restes gentil». Voilà, c'est vraiment mon point d'honneur, c'est je veux qu'il sache expliquer. Attention, je veux qu'il sache aussi se défendre, Mmh. hem,
Parce que malgré tout, tu vas tomber sur des gens maladroits, Bien sûr. mais tu vas tomber sur des gens, méchants, profondément méchants et malveillants. Donc je veux qu'ils puissent y répondre tout en restant, courtois. Je veux pas qu'on parte dans la violence ou des choses comme ça, pas du tout. Hem, mais je veux qu'ils restent gentils et je veux qu'ils se disent que ce qu'il a, c'est pas une fatalité, mais c'est des points en plus. C'est des portes différentes qui vont s'ouvrir à lui et c'est ce que je lui dis, tout le temps et c'est ce que je dis dans mon livre d'ailleurs. Tu as fini par, l'écrire, ton livre, le Oui, terminer. oui, Aujourd'hui, on peut le retrouver. Tu me disais du coup, oui, on peut le retrouver sur, le site de la maison d'édition Dashbook. Donc c'est un livre qui s'appelle Un œil, 1000 regards. Très, très symbolique pour moi et c'est un livre qui traite non seulement de l'histoire de Aaron, mais qui traite aussi du cancer pédiatrique, de la différence, de ce qu'on peut enseigner à nos enfants aussi vis-à-vis de ça. C'est, heu, c'est une histoire du cœur, c'est une histoire de vie, mais c'est aussi une histoire d'espoir où j'espère que tous les parents qui ont vécu ça pourront, s'identifier et garder ce positif auprès d'eux, cette lumière et j'espère que les parents qui n'ont jamais eu à vivre ça et qui ont, tendance à être un peu accablés par, la vie, trouveront du réconfort en se disant ce qu'on disait tout à l'heure, mmh, voilà, il y a des familles qui vivent ça et peut-être que moi, aujourd'hui, je vais kiffer ma vie différemment et je vais profiter beaucoup plus intensément du moment, que ce soit des moments avec, mes enfants ou des moments de ma vie de tous les jours. Parce que moi, depuis qu'il nous est arrivé ça, je trouve, je trouve que bon, la vie est teintée de noirceur évidemment, mais je l'ai jamais trouvée aussi belle. C'est-à-dire que tous les moments, quand je sors dehors, que je vois, le soleil, je vois les yeux de l'œil pardon, les yeux, même moi je dis bah les yeux. oui. L'œil de mon fils, son regard, sur la vie, je la trouve magnifique. Et il y a des moments qu'on passe qui sont hyper classiques, je vais me mettre à avoir les larmes aux yeux parce que je vais me dire: «Mais en fait, on a la chance juste, on a la chance d'être là», tu vois? De vivre ces moments-là, d'être là pour en parler et je trouve ça trop beau. Je trouve que c'est une chance. Ouais, c'en est une, Mmh, c'est sûr. mmh mh. On met le lien évidemment de ton livre pour que C'est les gens puissent gentil. le retrouver. Tu as un petit cœur à côté de toi, je te laisse le récupérer. Tu vas pouvoir écrire, un petit mot dessus et on va pouvoir C'est remplir trop ce beau mignon. bocal de cœur. C'est trop mignon. Évidemment, je pense beaucoup à Céline aujourd'hui parce que déjà, c'est un épisode sur le Céline, c'était une rencontre et un épisode sur le cancer pédiatrique de son petit garçon et en même temps, c'est vrai que c'est grâce à son témoignage que tu es là aujourd'hui Oui, puisque c'est grâce à ça qu'on s'est trouvés nous oui, 2, nous oui, 3. oui. Toi, tu fais aussi partie de l'équation mais du coup, on pense énormément à Oui. Céline et à ses garçons mais ouais, c'est très émouvant et que tu sois là aujourd'hui pour parler et avec un autre espoir et un autre message derrière, Oui, 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 mmh, mais après c'est pareil, ces mamans endeuillées qui ont vécu, le pire de leur vie parce que les je c'est une douleur dont elles se remettront jamais. Elles ont, une résilience, moi ça me laisse sans voix et souvent je puise ma force en elles aussi, de me dire, voilà, ces mamans, elles ont vécu le pire et elles sont encore là et elles sont admirables. Il y a pas d'autre mot, elles sont admirables. ouais, Et elle mérite de vivre malgré tout des choses, intenses et magnifiques. mmh, D'autres choses que ça, que d'être seulement réduite à ça. bien sûr. Je vais écrire mon Tiens, je t'ai mis ça là. Tu peux poser ton micro pour être plus à l'aise. il faut que j'écrive. Tu écris vraiment ce que tu veux, ça t'appartient, on le lira, peut-être un jour, peut-être pas, je sais pas trop encore ce qu'on va en faire de ce de ces petits cœurs-là. Ah non, vraiment, tu peux rendre hommage, à Aaron, à Fred, tu peux vraiment, c'est pour remplir ce bocal de cœur. Je trouvais ça symbolique d'avoir ça ici auprès de nous, avec toutes les personnes qui ont eu le bonheur et le courage de venir ici, nous raconter leur histoire. Qu'est-ce qui va te hein? Oh yes, purée! Qu'est-ce qu'il me fait?
Et voilà, du côté de la caméra. Non, mais je profite pendant que tu écris tes petits mots. Tu sais, on essaie toujours de combler ce moment où les parents, les invités écrivent, des petits mots. Je me suis fait 2 réflexions. La première, qu'on ait un œil ou 2 yeux, c'est toujours un regard et donc ça changera jamais. Et j'ai noté autre chose quand tu parlais, quand vous parliez de la différence, de la tolérance et cetera. Et beh, je me suis fait la réflexion qu'en fait, Aaron n'est pas la maladie, il est peut-être le vaccin de l'humanité face à ces ouais, tu vois? Je me suis dit: «Il faut que je me lève et que je le dise». Donc Aaron, voilà, c'est le vaccin de notre petite planète qui va pas toujours très bien et c'est un beau témoignage. Merci Caroline. Quelle intervention, c'est la Mais première fois qu'il me fait ça, il est ouais, mais surprise. c'était magnifique, merci beaucoup. Je suis très touchée et c'est vrai que je rebondis juste sur ce que tu dis. Après, promis, j'arrête de parler, On va les manger, on a faim. mais c'est vraiment ces enfants, c'est vraiment les vaccins, c'est ce que tu dis. C'est moi, je reçois des messages tous les jours de personnes et je trouve ça magnifique, qui me disent: «Merci, d'avoir partagé votre histoire et de parler de votre fils», parce que moi, ça me donne un regard sur la vie qui est carrément différent, d'avant. Où avant, bah, je vais me plaindre, parce que, Mmh, bah, aujourd'hui mes enfants ils m'ont fatiguée ou j'ai passé une sale journée, chose qui est normale, ça arrive à tout le monde, hein. Mais il va y avoir un regain après, d'énergie et de positivité complètement. qui, malgré le malheur de ces histoires, apporte «au commun des mortels», entre guillemets. Et merci à vous de prendre le parti de partager ces histoires difficiles, sur lesquelles il est plus facile, d'avoir des œillères et de tourner la tête que de les regarder en face. Si je peux faire un mauvais jeu de mots. Voilà, donc merci beaucoup. Merci, merci Merci beaucoup pour eux. Caroline. Merci infiniment Mmh. vraiment de ta venue et Avec de un tout ça. immense plaisir. Merci beaucoup. Allez, on va manger. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour nous soutenir, pensez à vous abonner, commenter et partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous évaluer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est très important. Et moi, je vous retrouve mardi prochain pour un nouveau témoignage d'espoir, de résilience et de confidence sur la maternité et la parentalité moderne.